Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en direct de Millipol sur le plateau télé SED Magazine pour cette session qui va être dédiée à la gestion des crises et aux risques majeurs. J'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter Bruno Illac, vous êtes représentant de la Direction générale pour la sécurité civile et la gestion des crises. Et Léa Benassem, vous êtes responsable des services aux adhérents et au développement du J4. Merci à tous les deux d'être là avec nous cet après-midi. Donc les crises majeures, on voit qui se succèdent, qui prennent plusieurs formes, plusieurs types de formes et d'ampleur donc en France et dans le monde. Quelles sont aujourd'hui justement l'ampleur et le défi auquel on doit faire face en matière de risques majeurs et de gestion des crises ? Alors écoutez, déjà merci de donner la parole à la sécurité civile dans un salon qui est vraiment dédié à l'aspect militaire des choses et sécuritaire au terme police. Alors effectivement, les risques majeurs auxquels on est confronté aujourd'hui sont très orientés sur le changement climatique. Quand on parle de changement climatique, effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, avec des pluies très importantes et des inondations qu'on connaît, mais pas que. La tempête, dernièrement, qui a impacté très fortement la France, ce sont des événements sur lesquels on doit travailler et mieux se préparer dans l'avenir. Le changement climatique et ses conséquences, dont on voit bien qu'elles auront des impacts et des répercussions sécuritaires assez clairement. Quelles évolutions plus particulièrement vous redoutez sur ce point-là ? Alors écoutez, les changements climatiques vont tout d'abord, et c'est pas un scoop de vous livrer ça, impacter les territoires ultramarins. Donc il faut qu'on puisse être en capacité de mieux préparer ces territoires, être en capacité aussi de projeter des forces dans ces territoires. On redoute également ce qu'on appelle les effets dominos chez nous, c'est-à-dire une catastrophe naturelle qui va engendrer un certain nombre d'événements technologiques, industriels, et qui va un petit peu déstabiliser les régions, les provinces ou les villes dans lesquelles on se positionne. Donc il faut qu'on travaille énormément sur la préparation à ces crises, mais aussi l'alerte à la population. Et puis avec les chercheurs, avec toutes les sociétés qui travaillent dans le domaine de l'innovation, essayer de mieux préparer cette réponse le plus en amont possible. Et justement, comment on anticipe, comment on se prépare à ce type de crise, si tant est qu'on puisse en maîtriser l'ensemble de la chaîne et des conséquences, mais comment mieux préparer justement la gestion des crises et la sécurité civile à ces phénomènes climatiques et environnementaux qu'on a du mal à maîtriser quand même ? Alors, on a d'abord un certain nombre d'événements en France tous les ans. Quand je parle de la France, c'est la France métropolitaine, mais aussi ultramarine. Et puis, on a des exercices sur lesquels on prépare nos personnels, sur lesquels on teste nos matériels. On est en Europe. En Europe, on a la protection civile européenne au sein du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. C'est toutes les protections civiles européennes qui travaillent ensemble, qui se préparent ensemble et qui interviennent ensemble. On le voit régulièrement l'été dans le cadre des feux de forêt, mais également pour les inondations. Donc on se prépare comme ça à affronter ces nouveaux événements, si je peux dire. Et aussi, on échange beaucoup avec des pays sur lesquels ces événements ont déjà impacté les collectivités. Les retours d'expérience d'autres qui ont vécu la même chose que nous sont intéressants aussi. Est-ce qu'on a des partenaires privilégiés ou des pays qui connaissent le même type d'événements que ceux auxquels nous sommes confrontés nous et dont le retour nous est particulièrement utile ? Alors je vais parler un petit peu des feux d'espace naturel, les feux de forêt qui nous ont touchés récemment. On travaille beaucoup avec les Canadiens, on était chez eux pour les renforcer l'été dernier. On est très proche d'eux dans le domaine de la stratégie, des échanges, de l'innovation, également avec les Américains, les Australiens. Donc c'est un peu tout ce réseau qu'on essaye de constituer. Ce que je vous dis dans le domaine des feux de forêt est vrai aussi dans d'autres domaines. La protection du patrimoine, la protection des biens culturels, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille avec de nombreux pays pour mieux préparer et protéger notre patrimoine. Et quels besoins vous pourriez avoir justement à la fois en termes humains, organisationnels peut-être, techniques ? Est-ce qu'il y a des technologies en particulier qui pourraient vous soutenir, accompagner ces missions ? Alors c'est un vœu pieux, hein, mais quand je vois la débauche de matériel, d'équipement dédié à neutraliser, pour ne pas employer un autre terme, je suis un petit peu subjugué par ça. Et j'aimerais qu'on offre autant d'équipements, autant d'innovations pour sauver des gens et sauver des populations.
Et justement, comment la coopération internationale, et notamment en matière d'innovation, peut peut-être répondre à ces besoins? Alors c'est un travail qu'on fait au quotidien avec des entreprises, hein. J'ai vu quelques entrepreneurs là dans le salon. On travaille avec eux à améliorer la détection précoce, l'alerte aux populations. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille beaucoup avec eux pour améliorer, comme je l'ai dit, la préparation et la prévention. Et dans la réponse, la technologie, améliorer nos matériels, améliorer nos équipements pour pouvoir mieux répondre sur le terrain. Merci beaucoup. On va en reparler justement avec vous, Léa. On parlait de ce lien entre les forces et les industriels. Comment on renforce ce partenariat public-privé indispensable, essentiel, qui permet effectivement d'avoir à la fois l'aspect, enfin le côté industriel et donc la production d'équipements qui ensuite seront adaptés aux besoins particuliers des forces? Oui, effectivement, la réponse naturelle à laquelle je pense, c'est bien évidemment les groupements professionnels nationaux comme le GICAT. Alors le GICAT, pour un petit rappel, c'est le groupement national des industriels de la défense et de la sécurité terrestre aéroterrestre. On représente plus de 450 industriels qui vont de la start-up au grand groupe en passant par les PME et les ETI. Et je rappelle que 78% de nos adhérents sont des PME. Et donc le rôle, une des missions du GICAT, ça va être de resserrer les liens entre les opérationnels qui sont sur le terrain et qui nous remontent les problématiques du terrain, et les industriels qui vont produire du matériel, des équipements ou des services qui permettent aux forces et aux gestionnaires de crise de progresser. À ce titre-là, on va organiser, nous, au GICAT, beaucoup de rencontres, de visites, où on va emmener nos industriels pendant toute une journée au contact des forces. Alors, dernièrement, on est allé à la BSPP, au RAID, au GIGN. Et pendant ces journées, nos industriels vont pouvoir comprendre le fonctionnement, discuter avec les forces, comprendre leurs besoins et voir aussi les équipements qui sont utilisés aujourd'hui. Alors, malheureusement, on se rend compte pendant ces visites que trop souvent, les matériels et équipements qui sont utilisés par nos forces ne sont pas français, voire pas européens. Je n'ai pas de chiffres sur la partie sécurité, mais sur la partie défense, il y a une étude de M. Molny qui est sortie et qui dit qu'entre février 2022 et juin 2023, 78% des acquisitions européennes de matériel de défense étaient pour des équipements non européens. Donc il y a un vrai besoin de comprendre, d'aller au contact et de développer du matériel qui répond à un vrai besoin. En ce sens-là, le GICAT va se positionner en acteur essentiel du triptyque expression de besoin par les forces, achat par les cellules du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Armées et production industrielle. Au-dessus de tout ça, il y a bien évidemment une problématique budgétaire que le GICAT va faire remonter aux décisionnaires dans le cadre d'auditions parlementaires, mais aussi grâce à notre proximité avec le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Armées. Et c'est un sujet qui joue bien sûr dans le fait qu'on ne retrouve pas assez de matériel français ou européen auprès de nos forces. Et parmi ces équipements, ce matériel, on a évoqué un certain nombre de technologies, évidemment des questions d'alerte, de détection, de communication, collecte de données, analyse de données. Quelles sont justement toutes ces technologies qui sont susceptibles d'être mises en œuvre et de concourir à contribuer à la gestion de crise? Alors, nous, au GICAT, on s'est posé la question, en fait, assez récemment. En fait, on s'est rendu compte pendant la crise Covid qu'on avait beaucoup d'industriels adhérents qui avaient des produits, solutions et services en mesure de répondre aux gestionnaires de crise dans des cas de catastrophes naturelles, industrielles, NRBC, cyber ou de crises protéiformes imbriquées les unes aux autres. Donc, pour cette raison, on a décidé de créer un programme qui s'appelle le programme HELPed pour Humanitarian Emergency Logistic Project and Eco-Development, qui a pris tout d'abord la forme d'un catalogue exhaustif des solutions de nos adhérents, qui a été ensuite matérialisé par un démonstrateur sur Eurosatory 2022 qui en fait immergeait les visiteurs dans un scénario de crise NRBC, et chaque visiteur pouvait donc prendre connaissance de tous les matériels qui étaient disponibles dans ce genre de catastrophe. On a fait plusieurs conventions pour porter à la connaissance des gestionnaires de crise français, mais pas que, l'existence de ce programme. On a eu un très beau soutien du commissaire européen Lenarčič à la gestion de crise à ce sujet-là. Et donc, pour répondre à votre question, tous ces produits sont dans notre brochure capacitaire HELPed qui est disponible sur notre site internet, que je vous invite à aller consulter.
Et sur les technologies donc pures employables par les gestionnaires de crise, il y a différentes temporalités de la gestion de crise, la préparation de la mission, la primo-intervention, la projection, la mobilité, le maintien en condition opérationnelle qui est absolument fondamental pour l'emploi de ces équipements, le déploiement d'abris, de camps, le soutien médical, la reconstruction physique et mentale des victimes, mais également des gestionnaires de crise. On n'en parle pas assez, mais c'est un vrai sujet. Et donc, quelques exemples que vous avez déjà cités, mais on a les plateformes d'analyse d'intelligence artificielle pour la prévention, les systèmes d'alerte connectés pour alerter justement les populations et éviter les effets dévastateurs des crises. On a la géolocalisation des acteurs dans des milieux contraints, la communication opérationnelle, les drones navals, terrestres, aéroterrestres, etc. Et j'en passe. Et j'insiste vraiment sur la résilience des équipements et leur maintien en conditions opérationnelles pour les gestionnaires. Merci beaucoup. Alors quand on a parlé tout à l'heure de coopération internationale et effectivement d'aller en soutien de partenaires dont les capacités pourraient peut-être avoir atteint leurs limites, dans ce contexte-là, comment on adresse les enjeux d'interopérabilité, notamment au niveau européen, puisqu'on a vu que c'est là que les liens étaient les plus forts. En quels termes se pose la question de l'interopérabilité et comment on y répond ? Alors, les incidences sécuritaires du changement climatique ont été assez récemment prises en compte dans les doctrines et les emplois de l'OTAN et de l'Union européenne, mais le secrétaire général de l'OTAN a déclaré en 2022 que c'était le plus grand défi de notre temps. Donc ça pose quand même les bases. On l'a mentionné avant, il existe déjà au niveau de l'Union européenne le mécanisme de protection civile de l'Union européenne qui détient une réserve opérationnelle qui s'appelle Rescue. Dans cette réserve qui a été créée en 2019, on a plein de matériels différents. On a des flottes d'avions et d'hélicoptères de lutte contre les incendies, des avions d'évacuation sanitaire, des équipements pour répondre à des catastrophes NRBC, des capacités de transport, de logistique, etc. Quelques recommandations, si je puis me permettre, à mon humble niveau en tant que représentante du GICAT. Je pense qu'il serait bien de réaliser un état des lieux des équipements dans les pays membres de l'Union européenne pour cartographier les manques et les ressources, ce qui nous permettrait d'avoir une vision plus réelle de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Peut-être également créer un corps d'intervention rapide dédié à la protection civile au niveau de l'Union européenne. Favoriser l'achat en commun, les programmes d'achat communs. Donc on a l'exemple du Canadair, où la Commission de l'Union européenne a annoncé en juillet qu'elle allait acheter 12 Canadair à, je rappelle, 35 millions d'euros pièce. Et pour rappel, sur ces sujets-là, les Canadair ont été lancés en 1969. Seulement 220 avions ont été produits et 160 sont en service. Et depuis 10 ans, on n'a pas eu de commandes. Ce qui révèle quand même la singularité de notre industrie, à savoir une production longue, en petite série, et pour laquelle les commandes publiques sont absolument primordiales, pour maintenir notamment les compétences sur les lignes de production. Un autre axe, les exercices européens de simulation de gestion de multicrises. On en a parlé et je pense que Milipol est un endroit absolument primordial pour se faire rencontrer les hautes autorités et organiser ce genre d'exercice. Et enfin, les formations communes numériques en utilisant notamment la simulation opérationnelle pour, d'une part, l'utilisation et l'interopérabilité des forces, mais également la maintenance sur des matériels complexes. Voilà. Oui, si vous me permettez, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, car tout ce que vous venez de citer existe. Donc effectivement, on a un pool avec de nombreux modules qui est opérationnel depuis plus de 20 ans, avec des matériels qui sont adaptés et qui ont été certifiés par des experts. Par ailleurs, sur la réserve Rescue, ça ne concerne que les avions. Sur les avions, j'ai entendu que vous parliez de 35 millions d'euros. Je suis heureux d'entendre ce prix, car on est pratiquement au double sur un avion. Et qu'on est toujours en négociation pour pouvoir avoir ces avions en commande rapidement. Et c'est la raison pour laquelle la France est sous l'égide du ministre de l'Intérieur. Nous avons été obligés de louer cet été des hélicoptères et des avions pour avoir une couverture optimale. On espère effectivement que cette flotte sera complétée. Et puis enfin, sur la préparation, la formation, c'est des choses que l'on fait régulièrement. Vous avez actuellement en Europe un exercice de grandeur nature sur un exercice de tremblement de terre sur lequel la sécurité civile française est engagée. Et puis j'allais dire, au quotidien, ce sont les 250 000 sapeurs-pompiers français qui font 4,6 millions d'interventions par an
pratiquent au quotidien le secours se préparent au mieux, achètent du matériel au sein des unités opérationnelles et essayent de répondre au mieux face à ces catastrophes. Et puis je donnerai un dernier point là-dessus. C'est bien de se préparer, c'est bien de se former, c'est bien d'acquérir le matériel, mais il faut aussi que la population française puisse s'adapter à des comportements nouveaux face à ces crises. C'est la raison pour laquelle il faut faire un énorme travail d'éducation. Ce travail d'éducation commence dans les écoles. Il faudrait qu'il y ait une véritable envie française, en quelque sorte, de préparer aux crises, de préparer à cette résilience à un âge tout petit dans les écoles, cette population, car on le voit tous les jours, les sapeurs-pompiers croulent sous les demandes d'intervention. Et il faut qu'aujourd'hui, chaque citoyen soit responsable face à ces risques. Merci. Donc, effectivement, la résilience passera par l'éducation et la sensibilisation des publics les plus jeunes, qui seront aussi la génération qui sera le plus exposée, en tout cas de plus en plus exposée à ces changements climatiques contre lesquels vous vous battez. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi pour partager vos réflexions sur la gestion des crises et les grands risques majeurs. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.